Bonjour à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo What's New. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, peut-être que vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos What's New. C'est un concept que j'avais lancé sur ma chaîne en 2014 il me semble et que j'avais arrêté début 2015. Alors pourquoi je l'avais arrêté? Tout simplement parce que j'ai déjà beaucoup de concepts qui sont lancés sur ma chaîne et j'avais un petit peu du mal à tout gérer. Du coup j'avais mis celui-ci entre parenthèses, tout comme j'avais mis entre parenthèses les découvertes manga que je reprends petit à petit. Et bref, je me suis dit que ça serait bien de le remettre au goût du jour, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de revoir les What's New tous les mois. Alors pour celles et ceux qui ne savent toujours pas de quoi je parle quand je parle de What's New, il s'agit des vidéos dans lesquelles je vous présente les nouveautés que j'ai commencé et qui sont des nouveautés du mois en cours. Donc là je vais vous présenter des nouveautés du mois d'octobre, à ne pas confondre avec les book hauls dans lesquels je vous présente toutes les nouveautés que j'ai commencé dans le mois, les nouvelles séries que j'ai commencé dans le mois, qu'elles soient ou pas des nouveautés du mois en cours. Des fois je vous présente dans les book hauls des séries qui datent de plusieurs mois ou plusieurs années en arrière, qui ne sont pas du tout d'actualité, mais que je vous présente parce que ce sont des nouvelles séries que j'ai acquises. Et je vous présente aussi les fun séries, donc les book hauls ne disparaissent pas de ma chaîne, ne vous inquiétez pas, vous aurez le book haul du mois d'octobre début novembre, donc d'ici quelques jours. Bref, aujourd'hui je reviens avec les nouveautés du mois d'octobre. Il y en a déjà eu pas mal, il y en a peut-être encore 3 qui vont rejoindre ma Mangatech, mais j'hésite vraiment pour les 3 autres séries. Il y a tout d'abord En Scène qui est paru chez Kurokawa il y a quelques jours de cela. Il y a également la série Pupa qui va paraître chez Komiku la semaine où je publie cette vidéo. Donc là aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le dimanche 23 octobre, mais vous l'aurez le mercredi juste après. Et il y a également une série à paraître chez le Lézard Noir qui s'appelle Ryuko. En principe, le Lézard Noir, j'achète plus ou moins les yeux fermés, mais encore une fois, c'est des tomes qui sont dans la dizaine d'euros, voire parfois la vingtaine d'euros. Du coup, ça me fait un tout petit peu hésiter. Peut-être que du coup, vous verrez ces titres dans le book haul du mois d'octobre. Je vais vous parler des nouveautés du mois d'octobre que j'ai commencé. Il n'y a pas eu de flop. Il y a eu pas mal de coups de cœur. Par contre, je dois bien avouer que là, je vais vous présenter coup de cœur sur coup de cœur. Et des lectures voilà, qui étaient bien, mais si vous êtes passé à côté, c'est pas bien méchant. Je commence notamment avec une série qui n'est pas un coup de cœur, qui est une série avec laquelle j'ai beaucoup hésité, je prends pas. Il a fallu que mon libraire, Nico, si tu passes par là, je te remercie encore, qui m'a prêté son service presse. Donc c'était clairement plus que juste d'avoir un extrait en ligne, même si je crois que c'est un extrait de papier. Il s'agit du premier tome de Dolly Kill Kill, un scénario de Yukiyaki Kurando et un dessin de Yuzuki Nomura. C'est publié chez Pika dans leur collection Seinen. Donc il s'agit d'un shonen de genre suspense fantastique qui est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus et le second tome est annoncé en France pour le 30 novembre. Alors pourquoi j'ai tant hésité à commencer ce titre? Eh bien c'est pour une très bonne raison qui fait que je pense beaucoup d'entre nous ont hésité à franchir le cap. C'est parce qu'il y a une très grande similitude avec la série Magical Girl of the End de Kentaro Sato publiée chez Akata. Il y a clairement une ressemblance, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire attendez c'est radicalement différent, non. Si vous avez lu Magical Girl of the End, vous allez retrouver certaines similitudes qui peuvent être agaçantes, mais dans mon cas, adorant Magical Girl of the End et adorant Magical Girl Sight également, et bien du coup j'ai été contente, on va dire, de retrouver ce genre d'univers dans une autre série. On fait un petit focus 2 secondes sur la couverture qui est vraiment génial. J'ai adoré les dessins, j'adore cet univers en fait de créatures un petit peu genre extraterrestres qui sont pour le coup des dolly, donc qui sont voilà, c'est un petit peu comme les poupées de Magical Girl of the End, c'est un petit peu, enfin comme les Magical Girl, les poupées, n'importe quoi. C'est vraiment très similaire sur le principe, c'est-à-dire que la Terre va être un jour envahie, alors elle est d'abord envahie par une vague d'insectes, ce qui fait qu'une bonne partie de l'humanité va crever à cause de ces insectes, et le peu qui va survivre va devoir être confronté à ces espèces de poupées géantes qui ressemblent vraiment, hein, voilà, on est vraiment sur un truc très similaire à Magical Girl of the End. Et on va, donc au début on suit un petit groupe d'amis, je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Personnellement niveau dessin je suis hyper fan de ce manga. Et en fait on suit donc la bande de copains, donc il y a le héros, sa meilleure amie dont il est éperdument amoureux et son meilleur ami, en gros voilà c'est le petit trio. Et en fait lui il va se retrouver seul, pensant les avoir perdus tous les deux, mais ça on y reviendra par la suite. Et il se passe quelques années ou quelques mois, je ne sais plus, entre l'attaque et donc la perte de ses amis et le fait qu'il se retrouve tout seul et en gros il va lutter,
il n'a pas spécialement envie de lutter pendant un moment et puis il va se faire des alliés et en gros il va combattre les Dolly, donc ces espèces de Magical Girls, et essayer de comprendre en même temps d'où elles viennent, pourquoi elles ne tuent pas tous les humains. Voilà, elles pourraient détruire tout le monde et puis c'est pas le cas, donc on se demande un petit peu qu'est-ce qu'elles veulent réellement. C'est pas comme les Magical Girls, si vous voulez, qui détruisent à tout va. Là, on a quelque chose d'un peu plus mystérieux. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, ça devient assez différent par la suite et ça devient intéressant par la suite. Donc moi personnellement, c'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé. Il y a énormément d'action, il y a un petit peu du côté sanglant. Ben, vraiment, encore une fois, si vous avez aimé Magical Girl of the End, j'insiste sur le comparatif entre les deux séries, mais je pense que du coup vous aimerez cette série-là parce qu'on retrouve le même type d'univers avec du mystère. Juste la fin de ce tome donne vraiment envie de découvrir la suite parce que ça s'arrête sur un truc où on se demande comment le héros va continuer son aventure. Voilà, c'est pour vous dire le truc final. Donc je vous laisse découvrir la série si vous ne la connaissez toujours pas. Je crois qu'il y a un extrait disponible en ligne. Je verrai ça. Je sais qu'il y avait des extraits disponibles en librairie. Donc en attendant, pour moi, c'était une belle découverte. On n'est pas sur un coup de cœur. On n'est pas sur la série que je vais vous recommander absolument. Mais vraiment, je m'attendais à un flop. Je m'attendais, avec tous les avis négatifs que j'en ai vus, je m'étais dit, mon Dieu, mais ça va vraiment être nullissime. Et sincèrement, c'était une très belle surprise pour moi. Et il y a ce petit truc qui a fait que j'ai voulu connaître la suite et que j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2. On change complètement de registre. Je vais à présent vous parler du premier tome de Promesse en rose de Kao Miyazaka. C'est publié chez Panini Manga. Donc il s'agit d'un shoujo de genre romance fantastique et qui est toujours en cours au Japon avec un seul tome de paru depuis août 2015. Alors à la base il devait s'agir d'un one shot, finalement l'auteur a un petit peu changé d'avis ou l'éditeur a changé d'avis, ça je ne sais pas. Et il s'agira d'une série en cours, mais autant vous dire il n'y a pas de date pour la sortie du tome 2 au Japon, donc on va être hyper patient pour avoir la suite. Alors pour vous faire un rapide résumé de l'histoire, il s'agit d'une réécriture de Cendrillon mais à l'ère Taisho, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est complètement l'histoire de Cendrillon. C'est l'auteur à laquelle on doit énormément de choses, dont entre autres Care First Love et Le Fil Rouge chez Panini Manga. Moi j'avais lu une autre série il y a un petit moment de ça, un one shot qui m'avait pas spécialement marqué, mais j'adore les dessins de l'auteur. Alors c'est un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé de par ses dessins. Alors il y a certaines choses qu'on voit venir gros comme une maison, du genre que le fameux prince charmant, il y a un truc avec cette histoire de Rose, avec cette histoire de prince, qu'on sent qu'en fait ils se sont déjà connus, peut-être dans une vie antérieure, peut-être dans un passé que la jeune fille a oublié. Il y a certaines choses qu'on voit venir assez facilement, c'est pas le shoujo imprévisible et qui va vraiment être révolutionnaire, mais les dessins étaient sympas, l'univers est très sympa également. C'est pas le gros coup de cœur shoujo, mais c'est comme une belle découverte. Donc si vous cherchez un nouveau shoujo à commencer, celui-ci est pas mal. Par contre voilà, il y a un tome toujours en cours et aucune date pour le tome 2. Donc à mon avis, peut-être qu'on l'aura l'année prochaine le tome 2, mais c'est vraiment pas sûr. Je passe à présent à une lecture coup de cœur. Il s'agit des deux premiers tomes de la série Wizard Soul de Aki Eda, publié chez Doki Doki dans leur collection Seinen. Il s'agit d'un seinen de genre comédie tranche de vie terminé en 4 tomes et le troisième tome sortira en France le 7 décembre. Alors c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette série qui, comme on s'en doute, elle a déjà été présentée sur pas mal de chaînes. Donc là j'arrive un petit peu après la guerre si vous voulez. C'est un manga qui va nous parler, on s'en doute, un petit peu de jeux de cartes, un petit peu style à la Magic, à la Yu-Gi-Oh, à tout ce que vous voulez. Et c'était vraiment génial. J'ai bouffé ces 2 tomes en même pas 1 heure et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Donc pour vous parler très rapidement de l'histoire, on va suivre donc la jeune héroïne qui s'appelle Manaka et dont le père va être endetté puisqu'en fait le mec fait n'importe quoi avec l'argent de la famille. Donc sachant que la mère est décédée, il doit s'occuper de ses 2 jumelles, des 2 petites sœurs de Manaka et donc de Manaka. Manaka travaille déjà dans un magasin qui vend des jeux de cartes. Enfin des cartes à jouer plutôt, donc le magasin qui s'appelle Draw, si je ne dis pas de bêtises, et en fait elle va faire des heures sup, elle va essayer vraiment de maintenir le bateau à flot, on va dire, parce que vraiment il ne faut pas compter sur le père, et elle va en gros vouloir participer à un tournoi donc de Wizard Soul, qui est le grand jeu de cartes à la mode auquel tout le monde semble jouer. Et en fait, elle va affronter son sorte de meilleur ami qui est éperdument amoureux d'elle.
elle va en gros lui voler ses points qui vont lui permettre à elle de participer au tournoi. Et elle va gagner d'une manière pas très fair-play, c'est-à-dire qu'elle utilise des decks... si vous voulez, c'est pas tip-top sa manière de jouer, et elle va se faire haïr par les autres joueurs parce qu'elle joue d'une manière vraiment détestable et vraiment anti-jeu. Mais c'est la manière dont sa mère lui a appris à jouer. Donc il y a vraiment un gros mystère autour de la mère qui n'est plus de ce monde. Bon, ça on s'en rend compte très rapidement. Et sa manière de jouer à elle était déjà très tordue, très flippante. Et en fait Manaka voilà ne va pas hésiter, elle va rentrer donc très vite dans cette compétition, dans ce tournoi, et battre un à un ses adversaires, bien qu'il y en a, voilà, ça va s'avérer un peu plus dur que prévu. Et surtout à la fin du tome 2, elle va rencontrer son nouvel adversaire qu'elle affrontera dans le tome 3 et qui lui fait vachement peur, et on peut le comprendre. Alors je vous montre déjà les quatrièmes de couverture qui sont très jolies, vraiment je suis hyper fan des couvertures. Les dessins, je n'en parle même pas, c'est un immense coup de cœur. C'est un manga qui est classé comédie, ça j'ai pas trop compris le côté comédie parce que on est sur quelque chose d'assez dramatique, c'est pas très drôle. Déjà le fait que la jeune fille est obligée de travailler, elle est au lycée, elle est obligée de cumuler des heures de boulot parce que voilà, papa fait n'importe quoi avec l'argent, du coup elle est obligée de travailler, elle se rend malade à force de travailler et de tout ça. Elle n'aime pas la manière dont elle joue, mais en gros elle n'a pas le choix parce que c'est le seul moyen pour gagner et écraser ses adversaires. Donc c'est pas fair play, c'est vraiment pas une technique qu'elle apprécie, ça la rend pas du tout heureuse de gagner. Mais voilà, c'est ça, ou c'est la galère absolue pour elle et sa famille. Donc vraiment, elle garde voilà, cette espèce de courage et de force pour essayer d'avancer. Je vous montre les pages couleurs au début du tome 2. Côté édition, on a vraiment du très beau boulot. Donc c'est vraiment 2 tomes que j'ai adoré et que je vous recommande si vous êtes fan de mangas qui parlent de jeux de cartes, ou si vous êtes fan tout simplement de jeux de cartes comme Magic et compagnie, je cite les plus connus. Ça n'a pas vraiment de rapport entre guillemets, je dirais, avec une série comme Yu-Gi-Oh! Vous avez les monstres, vous savez, qui sortent des cartes. Là, on n'est pas sur quelque chose de similaire, c'est plus les stratégies qu'elle va mettre en place pour gagner. Mais le jeu est assez bien expliqué, même si bon, ça reste encore flou et ça reste un petit peu en surface. C'est vraiment assez bien expliqué et ça donne vraiment envie de jouer pour le coup. Donc une petite série fort sympathique que je vous recommande si jamais vous êtes passé à côté. Mais encore une fois, il me semble l'avoir vu sur déjà pas mal de chaînes. Je passe à présent à un immense coup de cœur. Il s'agit du premier tome de Dead Demons DDD Destruction de Inyo Asano, publié chez Kana. Donc ça c'est vraiment le titre que j'attendais, mais de pied ferme, puisque pour celles et ceux qui ne le savent toujours pas, Inyo Asano fait partie de mes mangaka préférés, dont j'ai absolument toutes les œuvres dans ma mangatech. Donc ça c'est du seinen tranche de vie fantastique, qui est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus, et le second tome est annoncé en France pour le 20 janvier. Alors je l'ai enlevé, il y avait un petit bandeau publicitaire qui est assez sympathique, sur lequel on peut voir que ce premier tome est vendu au prix de 5,95 €, qui est le prix de vente de toutes les nouveautés Kana cette année, puisque c'est les 20 ans des éditions Kana. Donc voilà le petit bandeau publicitaire qui était très sympa et qui est dans la même lignée que le mug qui était offert pour l'achat du premier tome. Donc je vous montre le mug qui est hyper sympa, mais à mon avis, vu la matière ultra fragile, donc je vais faire hyper attention. Alors ce mug est disponible dans les librairies participantes à l'opération. Voilà, alors je ne sais pas si vous pourrez le trouver si par contre vous achetez vos mangas sur internet. Ça c'est une question qui revient souvent quand je présente ce genre de goodies. Je ne sais vraiment pas, je ne commande quasiment jamais mes mangas sur internet. J'ai vraiment ma petite librairie spécialisée manga. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre libraire, auprès de la FNAC, auprès de là où vous achetez vos mangas, tout simplement, à savoir s'ils font ou pas cette offre promo achat. Offre promo achat, c'est n'importe quoi. Offre promo avec l'achat du premier tome de la série. C'est clairement pas le titre que je vais vous recommander si vous ne connaissez rien de ce mangaka. Pour moi, le plus simple, c'est de commencer soit par Solanine, terminé en 2 tomes en grand format, ou alors par Bonnie Poon Poon, qui est en 13 tomes, qui est en petit format et qui est vraiment génial. Il a fait des œuvres qui sont un tout petit peu moins accessibles, en fait, dans le sens où, si vous connaissez pas déjà le travail de l'auteur, ni ce qu'il veut exprimer, vous allez peut-être complètement passer à côté et vous dire mais pourquoi tout ça autour de cet auteur. Alors je dis ça, mais en même temps, c'est un auteur dont je trouve on n'entend pas assez parler et qui ne vend clairement pas du tout bien, qui ne se vend pas du tout bien en France, et c'est franchement dommage parce que bon sang, ça vaut hyper le détour. Donc dans ce nouveau titre, il va nous parler d'extraterrestres qui
qui n'ont pas vraiment envahi la Terre. En gros, leur vaisseau stationne au-dessus de Tokyo. Et en fait, il y a des espèces de petites navettes qui s'enfuient, enfin qui sortent de ce vaisseau. Et en fait, on va surtout se concentrer sur l'amitié entre Kadode et Oran, qui sont deux jeunes filles, voilà, une amitié très particulière. Et vraiment, Inyo Asano, de toute manière, c'est pour moi le maître du tranche de vie, parce que tous ces mangas vont nous parler de tranche de vie. Toujours la même chose pour ce mangaka, c'est qu'en gros il ne montre pas les choses avec des artifices, il essaie vraiment de montrer les véritables sentiments, et pour moi c'est de la bombe. Après c'est particulier, je peux comprendre qu'on ait du mal à rentrer dedans, qu'on ait du mal à comprendre certains passages, on se dit mais attends, l'auteur est dans quoi? C'est du fantastique, c'est surréel, c'est de la science-fiction, c'est quoi? C'est un mélange de beaucoup de choses, mais vraiment Inyo Asano pour moi c'est un grand maître qui n'est définitivement pas assez connu et pas assez vendu en France, mais bon ça bref, passons. Donc je vous montre un peu ce que ça donne niveau dessin. Il faudra de toute manière que je vous reparle de ce mangaka sur ma chaîne. Je comptais un jour lui consacrer une vidéo, mais en fait il faudrait que je relise certaines de ses œuvres que j'ai lues il y a assez longtemps pour pouvoir bien vous en parler. Je vous montre un petit peu ce que ça donne quand même, parce que ça vaut le détour. Je sais que c'est un titre qui a fait quand même pas mal parler de lui et qui était hyper attendu de toute manière par les fans d'Asano. Je le conseille moins du coup pour celles et ceux qui voudraient découvrir l'auteur, parce que c'est pas pour moi son titre le plus accessible. J'ai lu pour l'instant que ce tome 1, mais voilà, pour moi vraiment commencer par Boni Pun Pun au Solanin, c'est vraiment, de toute manière, il n'a pas vraiment fait de flop, hein, non, je repense à tout ce que j'ai lu de lui. Pour moi il n'y a pas de flop, mais il y a des trucs tout de même qui vont être plus accessibles que d'autres. Mon fond d'écran actuel de PC d'ailleurs. Voilà, Inyo Asano, je l'attendais de pied ferme, je ne suis absolument pas déçue, ça a été une excellente lecture. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le bain Asano dès le début du tome, mais vraiment pour la suite c'était vraiment très très bien. On retrouve exactement le genre de personnage dont on a l'habitude quand on lit les œuvres de l'auteur. Et vraiment c'est une excellente lecture et je ne saurais trop vous recommander le travail d'Inyo Asano. Je continue avec une lecture qui n'est pas un coup de cœur, ça a été tout de même une lecture assez sympathique dans l'ensemble. Il s'agit du premier tome de la série Immortal Hounds de Ryo Yasuhashi, c'est publié chez Kiyun dans leur collection Seinen. Il s'agit d'un seinen de genre thriller suspense qui compte 4 tomes toujours en cours et le second tome est annoncé en France pour le 26 janvier. Un rapide topo sur l'histoire, on se trouve dans un monde où les humains sont devenus immortels, c'est-à-dire qu'en gros dès que vous avez un petit rhume ou vous commencez à tomber malade, bim, une balle dans la tête et hop, vous vous régénérez et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors par contre il y a des gens qui sont immortels, mais il y a une petite partie de la population qui ne l'est pas, on les appelle les vecteurs, et ces gens-là sont contagieux, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'ils vont rentrer au contact de personnes immortelles et que ceux-ci vont tomber amoureux d'eux, en gros, ils vont perdre leur immortalité, devenir mortels, et en gros, devenir mortels dans cette société d'immortels, c'est pas un bon point du tout, puisqu'il y a une espèce de brigade, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, qui en gros est chargée de choper les vecteurs, de les foutre en quarantaine, et de les tuer au passage si vraiment on ne peut pas faire autrement. Alors on va découvrir, ce n'est pas vraiment... Pour moi, c'est pas vraiment l'héroïne. Pour moi, le héros de l'histoire, c'est l'inspecteur qui vraiment a de très très bonnes raisons, je ne vous dis pas pourquoi, de chasser les vecteurs et de vouloir leur extermination. Il va se retrouver confronté à cette fille dont j'ai complètement zappé le nom, qui est ce que l'on appelle une exfiltreuse. Ce n'est pas la seule, on ne sait pas combien ils sont. Ils sont chargés de récupérer les vecteurs et de les faire disparaître, dans le sens de leur donner une nouvelle identité et de les faire fuir le plus loin possible pour ne pas qu'ils soient traqués ni tués. En gros, ça va être deux organisations. D'un côté, la police, enfin, une espèce de police qui est chargée de choper les vecteurs et de les mettre à l'ombre, on va dire, et les exfiltreurs, qui est vraiment une grosse organisation également, qui elle est chargée de les protéger. Et ça donne lieu à des combats assez sanglants et c'est très dynamique. J'ai vraiment beaucoup aimé le concept, voilà, de cette humanité qui, malgré son immortalité, ben, il y a quelques trucs d'art comme on peut s'en douter, du genre l'assassinat de personnes complètement innocentes, mais du simple fait qu'elles soient mortelles, ça les rend dangereuses. Elles sont considérées comme étant porteuses d'un virus qu'ils appellent le RDS, donc Resurrection Deficit Syndrome. Et voilà, pour eux, ces gens-là, il faut les exterminer, ils ne valent pas mieux que des animaux. Enfin, c'est vraiment assez sombre comme univers. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. On n'est pas sur du coup de cœur, mais quand même sur une très très bonne lecture. Je vous montre la 4e de couverture qui est également très sympa. Côté dessin, j'ai beaucoup aimé. C'est très dynamique, c'est très sanglant. Ce que j'aime beaucoup aussi,
c'est qu'entre chaque chapitre, on a une petite explication à propos du monde dans lequel on se trouve, et notamment à propos des vecteurs. On a voilà, ce genre de double page qui nous explique un petit peu ce que sont les vecteurs, ce qu'il faut éviter, comment agir, tout ça, tout ça. Ça nous permet de comprendre un peu mieux ce monde qu'on peut imaginer comme un monde futuriste, dans lequel vous voyez quand même pas mal de combats. Donc je pense que c'est un titre qui plaira à tous les fans d'action violent tout de même, hein, je tiens à dire. C'est pas pour public averti, mais bon, c'est pas non plus tout public pour moi. C'est franchement pas mal et ça a le mérite d'être original. J'enchaîne avec une lecture coup de cœur. Il s'agit du premier tome de Perfect World de Rie Aluga. C'est publié chez Akata. Donc ça, c'est du Josei romance sociale qui compte lui aussi 4 tomes toujours en cours. Le second tome sortira le 8 décembre et le troisième tome le 9 février. Immense coup de cœur comme je m'y attendais avec cette série. Alors très rapidement, on va découvrir notre héroïne qui s'appelle Tsugumi Kawana, qui a 26 ans. Déjà, on est dans des tranches d'âge qui me plaisent un petit peu. Qui travaille dans le milieu de la décoration, dans une entreprise de décoration. Et elle va retrouver son premier amour qui n'est autre que Itsuki Ayukawa. Et elle va le retrouver dans un fauteuil roulant. Du coup, elle va apprendre ce qui s'est passé, le drame qu'il a vécu. Et elle va retomber amoureuse de lui, sauf que lui est complètement hermétique, complètement refermé. Et elle va petit à petit comprendre tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, même si elle a du mal encore à le comprendre et à imaginer toute la souffrance qu'il peut vivre au quotidien. C'est vraiment un titre qui est, comme on peut s'en douter avec le sujet abordé, donc le sujet de l'handicap, qui est très 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 émouvant. J'ai versé ma petite larmichette à un moment donné tellement c'était pouh en émotion. Donc vraiment un excellent premier tome. On est sur un amour qui est compliqué, qui n'est pas impossible, mais que lui va rendre impossible et rend délibérément impossible parce qu'il ne veut absolument pas qu'elle ait à subir le fait de vivre avec une personne handicapée, parce qu'elle pour elle, elle se rend pas compte en fait. Il essaye vraiment de la dégoûter, d'aller jusqu'à la dégoûter de vivre avec, enfin, de vivre quoi que ce soit avec lui, de s'attacher à lui et de lui faire comprendre que c'est pas parce qu'il est en fauteuil roulant qu'il est juste handicapé entre guillemets pour monter des marches ou ce genre de choses. Sa moelle épinière a été touchée et du coup ça engendre des tas et des tas de complications dans sa vie. Ça le rend excessivement fragile. C'est quelqu'un qui va vraiment choper des trucs vraiment pas cool du tout. Vraiment, le gars a une vie, mais il vit dans la douleur jour après jour. Elle se promet d'être là pour lui et en même temps elle a des périodes de doute parce qu'il fait en sorte qu'elle doute et qu'elle ne soit pas en gros sacrifiée, qu'elle ne sacrifie pas sa vie. C'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit ultra flippant. Qu'elle ne sacrifie pas sa vie pour lui, parce que pour lui c'est complètement du sacrifice. Donc niveau dessin c'est franchement très sympa. On s'en doute, on n'est pas sur un titre très très marrant pour le coup. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc c'est un titre comme Le mari de mon frère, dont les éditions Akata ont fait énormément de pubs. Mais là pour le coup c'est vraiment mérité, comme Le mari de mon frère c'était mérité d'ailleurs. Donc vraiment un très 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 bon premier tome, un gros coup de cœur. C'est décrit comme étant de la romance société handicap et c'est vraiment ça qu'on retient. Donc voilà, un gros coup de cœur et je vous le recommande si vous hésitez à le commencer. C'est pas du tout gnangnan, l'histoire d'amour elle est importante, mais c'est surtout voilà, de nous montrer tout le monde de l'handicap et tout le côté pas glamour et surtout le fait qu'on ne puisse pas s'imaginer certaines choses et que là le personnage va essayer justement de partager avec le lecteur, partager avec les gens qui sont autour de lui pour qu'ils essayent de réaliser à quel point c'est terrible et à quel point il y a des gens heureusement forts qui sont là pour l'aider. Je vais passer très rapidement sur le prochain titre étant donné que je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Alors en fait il s'agit de la réédition de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Jun Asuka, publié chez Pika Éditions, peut-être dans leur collection Disney. Et en fait, j'ai déjà la première édition, c'est vraiment juste parce que je suis hyper fan du film d'animation que je me suis pris cette réédition qui est franchement très belle. Je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des différences entre l'édition de 2012 et l'édition de 2016. On est sur un volume qui est tout de même plus épais, ça j'ai pas trop compris parce que ça reprend exactement l'histoire, il n'y a pas de bonus ou quoi que ce soit. Le tome est plus épais, on a un travail sur la couverture qui est franchement pas mal. Voilà, on peut le voir, c'est franchement top et c'est parce que je suis complètement fan du film d'animation. On s'en doute en voyant mes pops de Jack, je sais pas si on peut les voir, j'ai 2 pops de L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Jack. Par contre ce qui me... à chaque fois c'est d'après le film de Tim Burton. Alors les gars, je refais cette mise à jour une énième fois sur ma chaîne parce que je l'ai déjà faite il y a quelques mois. L'année dernière il me semble, quand je vous avais parlé de ce titre. Il ne s'agit pas d'un film de Tim Burton.
Tim Burton a créé l'univers, il a créé les personnages, il a créé l'histoire, donc il a tout scénarisé, il a créé les marionnettes, il a tout créé de A à Z, mais la réalisation, le réalisateur du film, c'est Henry Selick. Donc on ne dit pas que c'est un film de Tim Burton, c'est un film de Henry Selick, d'après un univers de Tim Burton. Voilà, petite correction faite, mais on oublie toujours ce monsieur, ce cher Henry, on l'oublie complètement, et on associe complètement ce film à Tim Burton, alors que non. Donc ça c'est vraiment un manga, un one-shot, parce que c'est un one-shot, hein, au cas où vous en doutez pas, que je recommande aux fans absolus comme moi de l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui veulent compléter un petit peu leur collection, parce que ouais, j'ai la précédente édition, mais je trouvais celle-ci tellement belle que j'ai complètement craqué. Et c'est de toute manière un film d'animation que je me re-regarde au moins une fois chaque année, à la période ou d'Halloween ou de Noël, les deux peuvent concorder. Donc voilà, c'était une édition fort sympathique, je me le suis relu du coup dans la foulée, c'est très fidèle au film, donc si vous avez aimé le film, pourquoi pas, si vous ne connaissez toujours pas le film, foncez sans hésiter. Je passe là encore à une réédition, mais cette fois-ci je ne l'avais pas encore, il s'agit de la réédition de Gum, je vais avoir un gros doute sur la prononciation, on va dire Gum, de Yukito Kishiro, c'est publié chez Glénat dans leur collection Seinen. Donc c'est un Seinen de genre science-fiction action qui est terminé en 9 tomes, le second tome est annoncé pour le 18 janvier et le tome 3 pour le 22 mars, et non, Glénat n'a pas de difficulté avec cette série, comme elle en a eu avec Akira. J'ai vu des commentaires du genre moi je commence pas cette série là tant qu'ils n'ont pas repris le rythme normal avec Akira. Akira c'est un autre problème, ils ont expliqué plusieurs fois pourquoi ils ont des problèmes avec la publication d'Akira. C'est très compliqué, là c'est pas le cas, là ils ont annoncé les prochaines dates et je pense que les prochaines dates seront peut-être à peu de choses près, peut-être qu'il y aura peut-être une semaine de décalage, mais qu'elles seront respectées. Alors je n'avais toujours pas Gun en ma possession, c'est une série que je connaissais de nom, de réputation, des dessins, de visu, tout ça, et je n'avais pas encore craqué, et je dois bien avouer que la précédente édition était genre introuvable, du coup je profite de cette réédition. Et vous avez été nombreux à me demander mais pourquoi tu n'as pas pris en même temps que ce premier tome, le premier tome de Mars Chronicle, qui est sorti en même temps que ce premier tome. Alors là je fais un petit point résumé à propos de cette série. On a eu une première série en 9 tomes qui a été inachevée par l'auteur, c'est-à-dire qu'en gros il devait l'achever très rapidement, et le 9e tome, la fin est complètement en queue de poisson et nulle. Voilà, ça on m'a prévenu, la fin du 9e tome elle est pourrie. Suite à cela il a fait Last Order, qui est toujours publié chez Glénat, qui est en 19 tomes terminé, qui est la suite directe qui reprend à ce 9e tome tout pourri, et voilà, c'est la suite directe. Et après, 3e série, on a Mars Chronicle qui est la suite de Last Order. Du coup je ne vois pas l'intérêt d'acheter Mars Chronicle en n'ayant pas lu Last Order, puisqu'en plus Mars Chronicle, de ce qu'on m'en a dit, je parle de personnes qui ont lu les autres séries, donc du coup qui savent de quoi elles parlent, ça te spoil très clairement des trucs de cette série-là. Donc pour celles et ceux qui se font la lecture simultanée des deux séries, je vous recommande pas le truc parce que du coup vous allez vous spoiler des éléments de la première série. Alors moi je vous dis ce qu'on m'a... Je répète ce qu'on m'a dit parce que vraiment moi je connaissais juste l'univers comme ça de loin, mais j'avais pas trop la concordance des choses entre les trois séries, et c'est vrai que de voir du coup Mars Chronicle à côté de celui-là, en voyant déjà qu'il y a une petite différence du côté des dessins, puisqu'on est sur une série beaucoup plus récente, là on est sur une série qui date de 91, de 95 en France, de 91 au Japon, je dis pas de bêtises, début 90, donc on est sur un dessin qui a vieilli, mais qui a excessivement bien vieilli. Voilà, on n'est pas du tout sur du Hokuto no Ken qui peut pour certains être très moche ou perturbant. Par contre je compare les deux séries, non pas du fait, bon oui on est sur un univers un peu post-apocalyptique tout ça, donc ça peut être similaire, mais c'est surtout leur extrême violence que je mets en relation, parce que pour moi on est sur une série qui était, un premier tome qui était génial, mais qui était excessivement violent. C'est vraiment pas un titre que je vais recommander aux plus jeunes, parce que, voilà, j'insiste, on a plein de pages couleurs, un peu partout dans ce tome, donc je vous les montre parce que c'est génial. Alors au niveau de l'histoire, la Terre en fait, suite, je crois que c'est un choc, une météorite, un truc comme ça, est devenue, je crois que c'est la Terre, j'ai un doute, est-ce que c'est la Terre ou est-ce qu'on n'est pas sur la Terre? Je ne sais plus, ça m'a perdu, c'est quelque part dans l'espace. En gros c'est une méga décharge où vivent ceux qui y sont restés, et en gros ceux qui ont le plus de pognon, qui ont le plus de pouvoir, ils sont sur une espèce de vaisseau qui est juste au-dessus. Voilà, grosso merdo c'est ça. Et en fait on va découvrir donc un cybernéticien
qui en fouinant dans la décharge va retrouver un androïde donc qu'il va appeler Gali, à laquelle il va donner un corps. Alors Gali n'a plus de mémoire, elle est complètement amnésique, mais elle a quand même une certaine force de caractère, elle a certaines connaissances dans un art martial qui n'est plus pratiqué, je crois qu'il n'était même pas sur Terre, enfin bon, un truc assez bizarre. Et en gros il va lui donner le corps d'un berserker, désolé pour la prononciation atroce du terme, et en gros il va lui donner le corps en fait qu'on a là, qui est un corps super puissant où elle va vraiment se révéler et elle va combattre en gros ceux qui veulent du mal à son nouveau père et à tous les gens qu'elle a rencontrés, qu'elle apprécie, dont ce big méchant qui va être vraiment le méchant à abattre dans ce premier tome. Donc on est vraiment sur quelque chose qui était vraiment génial. J'avais peur de pas du tout accrocher, que ça soit trop particulier pour moi, mais l'univers science-fiction avec des cyborgs, avec beaucoup de combats, vraiment j'ai adoré. Puis tout ce mystère autour de Gali qui voilà, ne sait pas d'où elle vient, son histoire, tout ça. J'ai trouvé ça franchement très intéressant et je vous présenterai la suite à coup sûr dès qu'elle sortira. Donc une très très bonne découverte pour ma part. Je sais que pour beaucoup c'est pas du tout une découverte et que vous connaissez la série depuis fort longtemps. Moi je la commence à peine et c'était vraiment une série sur laquelle j'ai hésité. J'ai pas hésité longtemps à me lancer. Et je regrette vraiment pas d'avoir craqué pour ce premier tome. Je conclus cette vidéo avec un service presse que j'ai reçu des éditions Komiku. Il s'agit du premier tome de la série Les Petits Vélos de Keiko Koyama. Donc c'est un seinen de genre tranche de vie comédie qui compte 3 tomes toujours en cours et le second tome sortira en France le 17 novembre. J'étais assez surprise de recevoir cette nouveauté des éditions Komiku que je remercie encore une fois pour leur envoi. Alors je vais vous en parler très rapidement, comme vous vous en doutez en voyant la couverture, on est sur un titre qui est un petit peu du genre Kodomo. Donc on va découvrir Monsieur Véloutre, qui est donc une loutre et qui tient un magasin de vélo en haut d'une colline, mais ce n'est pas seulement un magasin de vélo, c'est également un restaurant et un café, ce qui fait que les gens en fait ils viennent pour plusieurs raisons. Certains ils viennent juste pour manger puisqu'apparemment la nourriture y est délicieuse, et d'autres ils viennent pour acheter ou faire réparer un vélo. Donc c'est vraiment un manga qui est tout mignon, c'est du tranche de vie où on va suivre les différents clients qui vont se rendre dans cette boutique complètement atypique, boutique qui s'appelle alors je vais le prononcer à la française, Strade Bianche. Ça ne se prononce à mon avis absolument pas comme ça, mais en gros c'est le nom de la petite boutique trop mignonne, et ça va donner lieu à des situations très drôles selon les rencontres que va faire Monsieur Véloutre. Et on a quelques petits jeux de mots qui je pense ne seront pas compréhensibles pour un jeune public, du genre du premier personnage que l'on va rencontrer dans ce manga qui n'est autre que Bernard Tapir. Voilà, j'ai envie de vous dire c'est le genre, c'est pas le seul, mais c'est pas le seul jeu de mots qu'on a dans ce manga, mais c'est le genre de nom que je pense un enfant ne peut pas trop comprendre. Donc c'est un tome qui était quand même très sympathique, c'est vraiment le registre de la comédie, de l'humour, dans un univers très mignon, avec uniquement des animaux. Donc c'était très sympathique, comme on s'en doute, c'est pas la lecture du siècle, c'est pas le manga indispensable, mais je le compare un petit peu, c'est dans le même ordre d'idée que Yako et Poco, publié également chez Komiku, que je vous avais présenté dans une vidéo il y a de cela pas mal de mois. C'est un petit peu dans le même genre, voilà, c'est tout mignon, ça se lit tout seul. C'est une lecture détente complètement et je ne sais pas si je prendrai la suite, mais en attendant c'était une très belle découverte. Cette vidéo What's New est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à aller checker la barre d'infos dans laquelle je vous mettrai les titres de tous les mangas que j'ai présentés dans cette vidéo, ainsi que les liens des extraits disponibles en ligne quand il y en a. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez commencé au mois d'octobre et s'il y a des titres parmi ceux que je vous ai présentés qui vous donnent envie ou peut-être absolument pas. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!